En 1942, les pilotes américains avaient un surnom peu flatteur pour lui. Ils l'avaient baptisé « cercueil volant ». Le F-4F Wildcat, clairement inférieur en vitesse ascensionnelle, capacité de manœuvre et puissance de feu, comparé au fameux Zéro japonais, semblait se diriger vers un destin tragique dans le théâtre du Pacifique. Néanmoins, derrière les lignes ennemies, les aviateurs japonais racontaient une version complètement opposée. Quelle fut la réalité saisissante que l'Empire japonais parvint à identifier sur cet apparent perdant que les propres pilotes américains ne reconnurent jamais. Depuis les duels aériens désespérés au-dessus de Guadalcanal jusqu'aux documents secrets de renseignement à Tokyo, nous présentons le récit caché de comment les perceptions se transformèrent en l'arme de guerre la plus efficace des États-Unis durant la guerre aérienne du Pacifique. Le contexte historique. Tandis que s'accumulaient les signes de conflit au-dessus du Pacifique durant 1941, l'aviation navale américaine faisait face à un panorama préoccupant. Le Grumman F-4F Wildcat avait récemment remplacé l'obsolète biplan F-3F comme intercepteur principal pour les porte-avions de la Navy. Son design robuste, son système d'atterrissage étroit et ses performances limitées n'en faisaient-ils pas exactement le candidat idéal pour défier l'hégémonie aérienne japonaise. De son côté, la marine impériale du Japon avait investi les 10 années précédentes à raffiner son programme d'aviation navale. Le chasseur A6M0 représentait le sommet de ses efforts, une création magistrale de l'ingénierie aéronautique qui renonçait à la protection blindée et au système de carburant auto-obturant en échange d'un rayon d'action impressionnant et d'une agilité remarquable. En analysant les chiffres, le Zéro devançait le Wildcat sur pratiquement chaque mesure de performance pertinente pour le combat aérien. Après l'attaque sur Pearl Harbor, qui entraîna les États-Unis dans le conflit, la Navy n'eut d'autre alternative que de déployer les pilotes du Wildcat contre ce qui était universellement reconnu comme la machine de guerre aérienne la plus dangereuse existante. Les conditions étaient établies pour ce que la majorité anticipait être une extermination systématique dans les hauteurs du Pacifique. La tension sur Grumman et les aviateurs nord-américains était écrasante. Le succès de l'ensemble de la stratégie du Pacifique reposait sur la détermination de savoir si les chasseurs embarqués parviendraient à obtenir la domination aérienne face au Zéro japonais qui semblait invincible. Un échec du Wildcat signifierait que les fragiles porte-avions américains, la seule ressource offensive disponible post-Pearl Harbor, resteraient exposés face aux aguerris aviateurs navals nippons. Détail technique, le Grumman F-4F Wildcat transcendait le simple fait d'être un avion. Il constituait le bouclier défensif initial des États-Unis forgé en aluminium et acier. Cet intercepteur naval incorporait un moteur radial, Pratt & Whitney R P830 Twin Wasp de 1200 chevaux, lui accordant une vitesse de pointe de 318 000 par heure, notablement inférieure aux 331 miles par heure qu'atteignait le Zéro. Mesurant 38 pieds d'envergure et environ 29 pieds de longueur, le Wildcat maintenait des dimensions appropriées pour les manœuvres sur porte-avions, bien qu'il sacrifiât l'agilité dans le processus. Quand le Wildcat s'activait sur le pont d'un porte-avions, son rugissement caractéristique, un grondement profond et combatif du moteur radial, s'établit comme sa signature distinctive que les pilotes japonais vétérans apprirent à identifier et redouter. Contrairement au bourdonnement raffiné et aigu du Zéro, le Wildcat annonçait son arrivée avec un grognement mécanique primitif qui reflétait sa nature obstinée de combat. Les proportions physiques exposaient avantages et limitations à la fois. Avec un poids de 7 952 livres complètement équipé versus les 5 313 livres du Zéro léger comme une plume, le Wildcat échangeait la maniabilité contre la résistance. Son blindage protecteur et ses réservoirs de carburant auto-obturant
caractéristique absente des versions précoces du Zero, lui permettait de résister à des dommages qui auraient envoyé un Zero en piqué enflammé vers l'océan. Les 6 mitrailleuses Browning, calibre 50 du Wildcat, fournissaient une puissance destructrice dévastatrice, surpassant les 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7,7 mm du Zero, en capacité de feu continu. La philosophie de design de Grumman était visible dans tous les éléments du Wildcat. Tandis que les ingénieurs japonais cherchaient à l'élégance aérodynamique parfaite, Grumman, connu comme Iron Works, fabriquait des chasseurs capables d'absorber des coups sévères et de revenir avec leurs pilotes sains et saufs. Cette différence conceptuelle fondamentale s'avérerait plus importante que n'importe quelle statistique de performance théorique. La caractéristique la plus reconnaissable du Wildcat, son train d'atterrissage étroit qui se repliait vers l'intérieur au moyen d'une manivelle manuelle qui demandait 29 tours pour s'activer, fonctionnait simultanément comme désavantage et, de manière surprenante, comme bénéfice tactique. Les services de renseignement japonais interprétèrent initialement ce mécanisme peu conventionnel comme un défaut de conception, plutôt qu'une stratégie de réduction de poids, résultant en une évaluation erronée, critique du potentiel combatif de l'appareil. Tribulation du développement. L'évolution du F-4F fut marquée par des polémiques et des menaces d'annulation. Conçu initialement comme le biplan F-4F-1 puis redessiné comme le monoplan F-4F-2, le Wildcat fut au bord de ne jamais se matérialiser. Les commandements navals, méfiants quant à la transition vers les chasseurs monoplans, furent sur le point d'éliminer le programme en 1938, après avoir découvert que les prototypes initiaux exhibaient des tendances d'entrée en vrille mortelles qui coûtèrent la vie à un pilote d'essai. Le développement affronta des difficultés particulières liées au poids au fur et à mesure qu'on incorporait blindage, réservoirs auto-obturants et armements supplémentaires. Les prestations du Wildcat se détériorèrent. Les ingénieurs luttèrent pour équilibrer survie au combat avec l'agilité requise pour les affrontements aériens. Plusieurs fonctionnaires navals proposèrent d'abandonner complètement le design et d'attendre le plus sophistiqué F-6F Hellcat, qui prendrait des années à être prêt. La complexité d'ingénierie s'amplifia par la nécessité de développer des versions pour différents utilisateurs. Le Wildcat devait servir non seulement la Navy américaine, mais aussi la Royal Navy britannique, via le programme de pré-bail, où il se nommait Martlet. Chaque variation demandait des modifications qui stressèrent la capacité productive de Grumman, tandis que la guerre s'approchait. Vers début 1941, avec la guerre dans le Pacifique semblant inévitable, la pression atteignit des niveaux critiques. Les autorités militaires exigèrent des améliorations pour égaler les capacités du Zero. Cependant, les techniciens de Grumman comprirent qu'ils ne pouvaient métamorphoser le Wildcat en quelque chose de fondamentalement différent. Par conséquent, ils concentrèrent leurs efforts sur le renforcement de ses attributs: durabilité, puissance de feu et simplicité, développant simultanément des tactiques pour minimiser ses points faibles. Le moment décisif arriva quand le lieutenant-commandant John S. Jimmy Thatch, étudiant les rapports de renseignement sur les capacités du Zero, créa la Thatch Weave, une manœuvre défensive qui métamorphosa le Wildcat de victime en chasseur létal. Cette innovation, produit de la nécessité plus que de l'ingénierie, prouverait une valeur supérieure à toute modification technique. Ce qui échappa au renseignement japonais dans son analyse fut la vitesse d'adaptation des pilotes américains, tandis que les spécialistes de Tokyo se concentrèrent sur les données de performance. Ils sous-estimèrent la capacité américaine d'innovation tactique, une erreur de calcul qui leur coûterait extrêmement cher dans les futures batailles. Si cette exploration profonde de la bataille psychologique derrière la guerre aérienne du Pacifique vous captive, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine analyse des tactiques perdues qui transformèrent l'histoire. Performance au combat.
Durant les premières rencontres de Wildcats contre Zeros au-dessus des Philippines et de Java, début 1942, les résultats semblèrent valider la suprématie japonaise. Les aviateurs américains, employant encore des tactiques désuètes développées pour les biplans lents, subirent des pertes dévastatrices. Les rapports qui arrivèrent à Tokyo caractérisèrent le Wildcat comme lourd, prévisible et facilement surpassé en manœuvre. Les pilotes japonais, beaucoup vétérans de campagnes en Chine, perçurent initialement ces affrontements comme des exercices de tir. Cependant, dans la mer de Corail et à Midway, la situation connut une transformation. Les analyses post-combat japonaises enregistrèrent avec préoccupation que les Wildcats devenaient soudainement plus compliqués à éliminer. Les aviateurs rapportèrent que les Américains refusaient de participer aux combats de virage, optant pour des tactiques d'attaque et fuite qui annulaient l'avantage de maniabilité du Zero. Le plus inquiétant pour les commandants japonais fut de constater que les Wildcats pouvaient supporter des dommages massifs et encore revenir à leur porte-avions. Le lieutenant Saburo Sakai, le second as japonais avec le plus grand nombre de victoires, nota dans son carnet de combat: le chasseur américain, trapu, manque d'élégance, mais pas de courage. Aujourd'hui, je lui ai tiré dessus avec 20 projectiles, confiant en la victoire, seulement pour l'observer virer brusquement et m'attaquer de face, avec toutes ses armes fonctionnant. Ce n'est pas le comportement d'un appareil inférieur, mais d'un avec des capacités cachées que nous n'avons pas totalement comprises. Les capacités opérationnelles du Wildcat se manifestèrent plus clairement à Guadalcanal, où les pilotes de marine des escadrons VMF 223 et VMF 224, opérant depuis Henderson Field, obtinrent une proportion étonnante de 19 victoires pour chaque perte contre des avions japonais, incluant des Zéros. Fonctionnant depuis une piste rudimentaire sans installation de maintenance adéquate, les Wildcats démontrèrent une robustesse que le délicat Zero ne pouvait égaler en conditions adverses. Mais derrière ce succès émergent se développait une guerre psychologique qui est restée largement inexplorée. Les documents de renseignement japonais capturés, déclassifiés seulement dans les années 80, démontrent que vers fin 1942, les analystes de la marine impériale avaient commencé à alerter les commandants sur un changement préoccupant dans l'efficacité combative des unités Wildcat. Ils observèrent que bien que l'appareil lui-même n'avait pas changé, les tactiques américaines avaient évolué à un rythme alarmant. Le plus révélateur fut de découvrir que les pilotes japonais commencèrent à souffrir de ce que les psychologues actuels identifient comme anxiété anticipatoire en affrontant les Wildcats. Malgré le pilotage de la machine supérieure, le poids psychologique de savoir que leur Zéro ne résisterait pas même à une courte rafale des armes calibre 50 du Wildcat générait de l'indécision dans les moments cruciaux. Comme l'admit postérieurement un vétéran japonais, nous commençâmes à craindre non pas le Wildcat en soi, mais ce qu'il pourrait accomplir si nous commettions la moindre erreur. Les chiffres révèlent un récit éclairant soigneusement caché de la propagande de guerre des deux parties, tandis que les combats précoces de 1942 favorisèrent les pilotes japonais. Vers mi-1943, l'aviateur moyen du Wildcat enregistrait 4,5 victoires pour chaque Wildcat perdu, sans modification substantielle à l'appareil même. Cette transformation précéda l'introduction du F-6F Hellcat, suggérant que la réputation du Wildcat comme simple chasseur provisoire mérite une réévaluation sérieuse. La perspective japonaise. Des documents récemment traduits de l'arsenal technique aérien naval japonais révèlent une progression fascinante dans la perception de l'Empire sur le Wildcat. Les rapports initiaux le classifièrent comme Nikkyu, de seconde catégorie. Mais vers 1942, les évaluations internes l'avaient reclassifié comme Kai Chubaku, méritant prudence.
Qu'est-ce qui provoqua ce changement? La réponse réside dans une erreur psychologique qui affecta la pensée militaire japonaise durant tout le conflit. Les stratèges impériaux, imprégnés du concept Yamato Damashi, esprit japonais, soutenaient que le moral supérieur et l'esprit combatif pouvaient compenser les désavantages matériels. Ils appliquèrent cette même logique à leurs adversaires, anticipant que les pilotes américains tenteraient des combats de virage contre les Zéros malgré les limitations de leurs machines. Quand les Américains s'adaptèrent avec des tactiques qui maximisaient les forces du Wildcat, les commandants japonais interprétèrent initialement ce comportement comme de la lâcheté. Une directive navale japonaise, capturée d'octobre 1942, instruisait les pilotes à provoquer les Américains vers des combats de virage au moyen d'attaques agressives soutenues. Cette incompréhension basique du pragmatisme américain s'avéra coûteuse. Le lieutenant-commandant Tako Okamura, leader d'escadron 0 à Rabaul, rédigea dans une évaluation confidentielle « Les Américains manquent de concept de l'honneur en combat aérien. Ils refusent de nous affronter en conditions équitables, employant leur supériorité numérique et de feu pour embusquer nos formations. Le plus problématique est leur disposition à se retirer quand ils sont en désavantage, revenant minutes après depuis des directions imprévues. Ce qu'Okamura ne parvint pas à reconnaître fut que ceci ne constituait pas de la lâcheté, mais une stratégie calculée. Les pilotes américains, guidés par des tacticiens novateurs comme Thatch, Flatley et Bauer, avaient créé un système qui neutralisait les avantages du Zéro tout en potentialisant la durabilité et la puissance de feu du Wildcat. Particulièrement révélatrice fut une analyse psychologique du Wildcat élaborée pour les aviateurs navals japonais début 1943. Le document, destiné à élever le moral, révéla par inadvertance un respect croissant envers le chasseur américain. Le pilote du Wildcat manque du raffinement et de l'esprit des aviateurs impériaux, mais compense avec fiabilité mécanique et brutalité directe. N'interprétez pas son approche pragmatique comme faiblesse. Ils sacrifieront l'élégance pour la victoire sans hésitation. En 1943, les spécialistes techniques japonais avaient identifié la vraie force du Wildcat. Elle ne résidait pas dans ses spécifications de performance, mais dans son application tactique. Un bulletin technique avertit, l'arme principale du Wildcat n'est pas sa construction, mais ses tactiques. Les pilotes américains ont abandonné le combat individuel pour des attaques coordonnées en équipe qui annulent notre avantage de maniabilité. Héritage et impact. L'authentique héritage du Wildcat ne se trouve pas dans ses statistiques de performance, mais dans comment il transforma la psychologie du combat aérien. Bien que les historiens l'aient traditionnellement considéré simplement comme un échelon vers des chasseurs supérieurs comme le Hellcat et le Corsair, cette interprétation sous-estime son influence profonde sur le moral combatif japonais. Vers 1943, l'avantage psychologique avait connu un changement dramatique. Les pilotes japonais, auparavant confiants en la supériorité de leur Zéro, s'approchaient maintenant du combat contre le Wildcat avec une appréhension croissante. Ils comprenaient qu'une seule erreur, maintenir le vol droit trop longtemps, ne pas détecter une section de Wildcats organisant une Thatch Weave ou pousser une attaque excessivement, pouvait s'avérer létale. Cette transformation psychologique se reflète dans une statistique révélatrice. Quand le Wildcat fut largement remplacé par le Hellcat fin 1943, le niveau moyen d'expérience des aviateurs navals japonais était descendu de 700 heures de vol pré-belliqueuse à moins de 200. Le Wildcat n'avait pas seulement survécu son baptême du feu, mais contribué significativement à la destruction du noyau irremplaçable de pilotes vétérans japonais. Les enseignements extraits de l'affrontement Wildcat 0 influencèrent la conception de chasseurs américains durant des décennies. Les spécifications navales commencèrent à prioriser durabilité, puissance de feu
et protection du pilote sur performance maximale. Une philosophie qui persiste actuellement dans des appareils comme le FA-18 Super Hornet. Le principe qu'un chasseur n'a pas besoin de surpasser son opposant sur chaque métrique pour être efficace s'établit comme fondement de la pensée tactique américaine. Pour le Japon, l'échec à évaluer correctement le Wildcat exemplifia des failles de renseignement plus larges. En se concentrant sur les spécifications techniques au lieu de l'adaptation tactique, les planificateurs japonais passèrent à côté du talent américain pour convertir les désavantages en avantages au moyen de l'innovation et du pragmatisme. Actuellement, il ne reste que quelques F-4F Wildcats en conditions de vol, principalement dans des musées ou participant à des spectacles aériens. Quand un de ces chasseurs exceptionnels sillonne le ciel, son rugissement distinctif transporte les échos d'une époque où la perception se convertit en une arme aussi puissante que n'importe quel canon ou mitrailleuse. Les passionnés d'aviation peuvent admirer les lignes élégantes et la performance impressionnante du Zéro. Mais les historiens militaires comprennent que le Wildcat, trapu et inélégant, représente quelque chose de possiblement plus significatif, le triomphe de l'adaptation sur la perfection. La vérité surprenante sur la perception japonaise du F-4F Wildcat n'est pas qu'ils le sous-estimèrent, bien qu'initialement ce fût le cas, mais qu'ils ne purent de comprendre la rapidité avec laquelle les Américains transformeraient leur évaluation de précise à obsolète. Tandis que les pilotes japonais continuèrent à dépendre des capacités inhérentes de leur appareil, les pilotes américains redéfinirent complètement les règles de l'affrontement. Dans l'analyse finale, la plus grande contribution du Wildcat ne furent pas les appareils qu'il abattit, mais la philosophie de combat qu'il inspira. Il enseigna aux pilotes américains que la victoire ne correspond pas toujours au meilleur appareil, mais fréquemment à la meilleure stratégie. Une leçon qui bénéficierait aux États-Unis non seulement dans la Seconde Guerre mondiale, mais dans les conflits pour les générations futures. Si vous appréciez ces explorations profondes des dimensions psychologiques de la guerre aérienne, assurez-vous de vous abonner à Furie aérienne pour plus de récits qui examinent comment perception et réalité entrèrent en collision dans les cieux du Pacifique.